Si vous passez le bac de français ou si vous faites des études littéraires, vous allez forcément préparer la dissertation. Bien sûr, selon le niveau, l'exigence du correcteur sera très différente, mais globalement, l'exercice sera toujours le même. Du coup, on peut concevoir une méthodologie générale qui marchera dans tous les cas. Une fois qu'on a la bonne méthode, il n'y a pas de secret, il faut de l'entraînement. C'est ça qui permet de trouver les exemples qui font mouche et de savoir comment les utiliser. Voilà pourquoi c'est très utile de faire aussi beaucoup de commentaires littéraires et de s'approprier un maximum de corrigés. Sur mon site, dans la partie œuvres et analyse, je résume et j'analyse des œuvres clés qui sont tout le temps citées en dissertation. Et dans la partie méthodes et techniques, je réalise en live devant vous plusieurs dissertations sur des thèmes variés, le roman, le théâtre, la poésie, etc. Qu'est-ce qui est le plus facile à prendre au bac ? Le commentaire composé ou la dissertation? C'est juste une question d'arbitrage entre deux critères. Si vous êtes à l'aise avec les outils techniques, les figures de style, mais que vous sentez que votre culture littéraire est fragile, prenez plutôt le commentaire composé. Si vous avez une bonne culture générale, que vous lisez beaucoup, mais que vous n'aimez pas trop analyser les liens logiques, les temps des verbes et tout ça, prenez plutôt la dissertation. Mais attention, ce n'est pas si tranché. Dans le détail, la dissertation vous demandera un minimum de technique, et le commentaire composé vous demandera quand même de savoir situer l'extrait dans une œuvre, un mouvement, un siècle. Donc dans tous les cas, lisez tous les sujets et prenez celui qui vous inspire le plus. Vous pouvez tomber sur un extrait génial ou sur un sujet qui vous intéresse particulièrement. Fiez-vous aussi à votre intuition. Attention, parfois le sujet part d'un présupposé philosophique, psychologique ou sociologique. Par exemple, l'auteur suppose que la réalité est un chaos angoissant ou que l'être humain a des qualités particulières qui le distinguent de l'animal, etc. Évitez à tout prix de partir dans une réflexion philosophique, de discuter la nature même de la réalité ou de l'humanité. Vous devez seulement montrer comment la littérature illustre cette réflexion et comment elle la dépasse. Ensuite, remettre le sujet en contexte. C'est notamment important si le sujet est une citation. Elle représente un questionnement souvent caractéristique d'un moment précis de l'histoire de la littérature. L'important, c'est de comprendre le cheminement de pensée de l'auteur qui a forcément un parti pris, parfois en réaction à un mouvement dominant à son époque. Enfin, creusez la complexité du sujet. Vous allez vous démarquer des autres justement parce que vous allez saisir les nuances et tisser les liens. Les mots-clés cachent des présupposés et entretiennent des relations logiques entre eux, des concessions implicites, des oppositions surprenantes, etc. Je vous conseille de faire toujours un plan dialectique, mais d'appliquer quelques astuces importantes. La thèse est déjà une pensée évoluée, il faudra l'explorer dans toute sa complexité. L'antithèse n'est pas une négation de la thèse, mais une ouverture sur d'autres horizons. Et enfin, la synthèse, ce n'est pas un mélange des parties précédentes, mais un pas de côté qui permet de renouveler la question. On se positionne, mais on ne donne surtout pas une réponse définitive ou dogmatique. Le devoir entier est un raisonnement logique qui explore des hypothèses de plus en plus complexes. Pour réaliser votre plan, je vous conseille de prendre 3 feuilles simples, d'utiliser uniquement le recto et de les diviser en 3. Comme ça, vous avez un espace pour chaque sous-partie. Je vous conseille de les numéroter à la fin, une fois que vous serez parfaitement sûr de l'ordre que vous allez adopter. Dans les sous-parties, chaque grande idée est étayée d'un ou deux exemples qui sont analysés. Si vous avez fait beaucoup de commentaires composés pendant l'année, ce sera plus facile, car vous aurez déjà en tête des extraits analysés. Personnellement, j'ajoute des notes spécialement pour différencier les idées et les exemples. Si besoin, vous pouvez aussi prendre une feuille supplémentaire pour noter les exemples que vous sentez bien mais que vous n'arrivez pas encore à bien placer dans votre plan. D'abord, la thèse est déjà une pensée évoluée. La plupart du temps, vous pouvez partir de l'affirmation du sujet, notamment si c'est une citation. Mais parfois, c'est un positionnement tellement avancé qu'il vaut mieux l'utiliser en antithèse. Mais dans ce cas, il faut aussi se méfier. Peut-être que vous vous êtes laissé hypnotiser par la force de conviction de la citation. N'essayez pas de la contredire de front, mais de la remettre en cause partiellement ou de trouver des exemples qui n'entrent pas dans ce champ de réflexion. Et demandez-vous pourquoi. Pour la thèse, commencez avec ce qui vous semble le plus évident. Dans cette première partie, on attend de vous des notions clés. Il faut montrer que la citation de l'auteur recoupe justement des concepts bien connus en littérature. La focalisation, le monologue, le registre tragique, les 3 unités, etc. C'est le bon moment pour repasser en tête vos leçons et pour les confronter précisément au sujet. Ensuite, l'antithèse n'est pas une négation de la thèse, mais une ouverture sur d'autres horizons. On part de l'endroit où on était arrivé pour dépasser la thèse. Le regard était certainement trop étroit, on va chercher au-delà. En fait, on est déjà dans ce qu'on pouvait appeler traditionnellement la synthèse. À ce moment-là, repassez dans votre esprit les grandes étapes de l'histoire littéraire. Il y a peut-être des mouvements littéraires qui seront particulièrement attendus.
En fait, vous risquez de perdre des points non pas parce que votre plan est mal fait, mais parce que vous omettez une partie de la réflexion. Montrez que vous avez une connaissance globale de votre objet d'étude. Du coup, la troisième partie n'est pas une synthèse, mais plutôt un pas de côté qui permet de renouveler la question. Vous connaissez la petite énigme, comment relier 9 points avec 4 lignes sans lever le crayon? On est obligé de s'extraire des repères déjà tracés. La troisième partie, c'est exactement ça. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez donner un avis personnel, mais surtout pas une réponse définitive. Finissez sur une problématique ouverte, une dynamique qui se déploie sur l'infini. Explorez par exemple l'idée que la littérature est un mouvement constant, que le langage se renouvelle sans cesse. Vous montrerez que les règles sont remplacées par d'autres, que les mouvements littéraires s'opposent les uns les autres, que les mythes sont sans cesse réécrits, que l'écriture est subversive, etc. Vous pouvez explorer maintenant des expériences particulières, parfois étranges. Préparez à l'avance des exemples qui font mouche, les jeux de mots de Jean Tardieu au théâtre, les jeux de mots de Henri Michaud en poésie, les expérimentations de Loulipo avec Georges Perec et Raymond Queneau, les calligrammes d'Apollinaire, les explorations réalistes et surréalistes de Aragon, les mises en scène déconcertantes ou au contraire l'absence de mise en scène au théâtre, etc. Pendant l'élaboration du plan, gardez en tête l'idée que votre devoir entier est un raisonnement logique. Vérifiez que les parties ne peuvent pas être interverties. Pensez déjà aux sous-parties, vous allez les placer de l'idée la plus simple à la plus évoluée, de manière à tester les limites de chaque thèse et de les pousser au maximum dans leur retranchement. L'introduction est vraiment un moment stratégique de votre dissertation. Du coup, contrairement au développement, je vous conseille de la rédiger au brouillon. L'introduction se déroule en 4 étapes, on va les voir ensemble une par une. D'abord, on recontextualise le sujet avec une référence culturelle si possible. On prend un exemple simple qui permet de bien illustrer la thèse. Vous pouvez pratiquement toujours commencer en citant un siècle. Au XIXe siècle, les romanciers s'interrogent sur le rapport de la littérature avec la réalité, par exemple le projet de Zola, etc. Ensuite, on recopie le sujet, ou bien on le reformule si la citation est très longue. C'est important de faire ressortir les subtilités de la citation, par exemple en définissant les mots techniques ou en insistant sur les liens logiques qui se trouvent dans le sujet. Pour préparer la problématique, il est intéressant d'émettre à ce moment-là une nuance à l'égard de la citation. Vous pouvez rapidement revenir sur votre mise en contexte pour montrer les limites de votre exemple ou citer un détracteur. On peut alors passer à la ligne pour rédiger la problématique. Je vous conseille de toujours formuler la problématique selon le même canevas. Dans quelle mesure peut-on dire avec l'auteur de la citation que notre objet d'étude correspond bien à la thèse de l'auteur? On peut maintenant annoncer le plan en passant à la ligne entre chaque partie. Là aussi, je vous conseille de toujours utiliser la même structure. Tout d'abord, notre objet d'étude semble bien correspondre à s'inscrire dans, révéler que, dépendre de, etc. Et on reformule ici l'idée de la première partie. Mais, cependant, en même temps, il est vrai que de nombreux écrivains assument, on peut trouver des objets littéraires qui, etc. Et on reformule ici l'antithèse. On peut se demander alors si cela ne correspond pas à l'idée de la deuxième partie. Enfin, ces phénomènes révèlent, montrent, manifestent, mettent en évidence, peut-être que, notre objet d'étude est en réalité dans un mouvement continuel, une remise en cause, une évolution permanente, un questionnement à l'égard d'eux, etc. Et ici, on fait un pas de côté qui ouvre la question. Vous pouvez bien sûr utiliser votre dictionnaire de synonymes, notamment pour varier les verbes. N'oubliez pas de passer à la ligne et de laisser un alinéa devant la problématique et chaque partie de l'annonce de plan. Je vous laisse regarder un instant l'apparence de votre introduction. Je sais, on vient tout juste de finir l'introduction, mais je vous conseille de rédiger votre conclusion dès maintenant, surtout si vous êtes en devoir sur table. Vous pourrez la recopier à la fin si vous manquez de temps, et d'ailleurs, entre nous, le correcteur ne verra pas qu'il manque une dernière sous-partie si vous lui mettez une conclusion. Alors la conclusion se fait en 2 étapes. D'abord, on fait un bilan en répétant tout notre raisonnement de façon synthétique, et ensuite on insiste éventuellement sur l'ouverture de la 3e partie, en proposant un nouvel exemple ou une nouvelle question. On peut terminer sur un point d'interrogation. À ce stade, vous avez donc votre plan, votre introduction et votre conclusion rédigées au brouillon. Vous allez enfin pouvoir passer à la rédaction. Vous devez en être à un peu moins de 50% de votre temps. C'est une règle d'or de la dissertation. Passer autant de temps à la préparer qu'à la rédiger et se garder un peu de temps à la fin pour les corrections. Une fois que vous avez votre plan, l'intro et la conclusion au brouillon, passez directement à la rédaction. Ne perdez surtout pas de temps à rédiger le développement au brouillon. Écrivez au fil de la plume. Voici mes quelques conseils de rédaction pour le développement. D'abord, chaque partie contient 3 ou 4 paragraphes et chaque paragraphe est composé comme un feu tricolore.
D'abord, on annonce l'idée principale très simplement avec un lien logique. Ensuite, on décrit l'exemple avec si possible une citation précise. Et enfin, on termine avec une interprétation de l'exemple qui va bien dans le sens de l'idée annoncée. Feu vert, on passe au paragraphe suivant. Pensez à bien rédiger des transitions entre chaque partie. C'est un petit paragraphe en plus qui fait 3 ou 4 lignes et qui est très important pour montrer au correcteur que vous suivez un raisonnement logique. La transition entre la première et la deuxième partie montre que vous dépassez la thèse pour aller vers l'antithèse et la synthèse. La transition entre la deuxième et la troisième partie explique le pas de côté que vous faites. Et je termine sur quelques conventions importantes. Faites des phrases simples tant que possible. On utilise toujours la première personne du pluriel. Les titres des œuvres sont soulignés. Les titres des articles et des poèmes sont entre guillemets. Les citations sont aussi entre guillemets. Et on passe à la ligne quand ce sont des vers. Une fois que vous avez terminé la rédaction, pensez bien à vous relire. Si vraiment une phrase est mal rédigée, vous pouvez la barrer et mettre une petite astérisque pour la reformuler. Pour vous entraîner, je vous invite à consulter mes autres vidéos de méthodologie sur mediaclass.fr. Dans la partie méthodes et techniques, vous allez trouver les méthodes pour toutes les épreuves au bac, appliquées au roman, au théâtre, à la poésie, etc. En tout cas, je vous souhaite toute la chance et toute la réussite pour vos examens. Au revoir.